Marc, la rotation des Reds, évidemment, si on peut éviter des blessures, ça va être une des bonnes dans la Ligue nationale l'année prochaine. Moi, c'est le genre de transaction que j'aime beaucoup, Alain. Tu sais, qu'on Ouais, voit Brady de Singer, moins... en passant, qui passe au, Brady Singer qui quitte les Royals pour les Reds. Exact, exact. Puis on n'en voit plus assez de ce genre de transaction-là. Tu sais, le genre de transaction-là, c'est vraiment une bonne transaction pour les deux équipes. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, nous sommes de retour, Alain Husereau en compagnie de Mark Griffin. Beaucoup de choses dont on peut discuter, même si, à prime abord, le marché des joueurs autonomes semble plutôt lent, sauf qu'il y a beaucoup de joueurs au cours des derniers jours qui se sont ajoutés au marché. Ça, c'est peut-être pas bon signe pour les joueurs. Quand on connaît un peu les règles économiques, plus il y a d'offres, ça veut dire que le prix va peut-être baisser. C'est ce qu'on va voir. On va en discuter avec Marc. D'abord, avant de s'attaquer au marché des joueurs autonomes, la semaine dernière, Marc, on a annoncé les honneurs individuels. On parle de recrues, gérant, Cy Young, puis le joueur par excellence, ou le joueur le plus utile. Il y a une nuance à faire entre les deux. On va commencer, Marc. Recrue de l'année. C'est peut-être celui où j'ai lu le plus de commentaires, Marc. Certains disaient que, bon, donner ça à un lanceur, c'est à peu près le même débat qu'avec le joueur le plus utile. C'est peut-être pas approprié. Personnellement, j'ai fait ma petite recherche juste pour voir le WAR. Et dans la nationale, c'est même pas proche. Paul Skeens mérite amplement le titre de recrue de l'année. Dans l'américaine, il aurait pu y avoir un débat. Et s'il y a un joueur qui aurait pu battre Louis Gill, c'est Wyatt Langford des Rangers du Texas. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est peut-être le seul débat. Langford qui a eu un meilleur WAR que Louis Gill. Bon, Alain, moi, je vais te faire un petit débat sur Paul Skeens. J'adore Paul Skeens. J'aurais aimé ça, Alain, quand même, qu'il y ait un petit 3, 4, 5 départs de plus. Tu sais, pour aller chercher un petit peu plus de départs. 23, c'est très honnête. Mais je regarde ce que Jackson Merrill a réussi à faire avec les Padres. Je me dis, il pourrait avoir un petit débat. Tu sais, bon, tu l'as dit, là, joueur de position et lanceur. Merrill était là du premier jour de la saison. Il a été excellent du début à la fin. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, je comprends, Paul Skeens, lorsqu'il lance, on le regarde, on arrête de faire ce qu'on fait pour le regarder lancer. Il est un cas spécial, mais je veux donner un petit peu d'amour à un gars comme Merrill, qui je pense, bon, aurait peut-être mérité un meilleur sort à ce niveau-là. Effectivement, dans l'américaine, c'est un petit peu plus... on aurait pu jouer un petit peu plus, mais ça reste quand même que... je pense que les bons choix ont été faits, Alain. Oui, dans l'ensemble, là. Ben, écoute, tu sais, on pourrait pas s'obstiner, mais tu sais, il y a bien des éléments qui auraient pu faire pencher pour un, tu sais, par exemple, gérant de l'année. Je regarde ce que AJ Hinch a fait avec les Tigers. Tu sais, je pense que lui aurait pu être considéré un petit peu plus. Steven Voigt a fait un travail extraordinaire. Mais si tu regardes les attentes, le talent vis-à-vis chacune des équipes, je pense que les Tigers en ont surpris plus d'un. Mais ceci étant dit, j'ai aucun problème avec les choix. Mais je pense que c'est le fun. C'est le fun qu'on y va avec un top 3 aussi. Parce que tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Parce que, puis tu l'as dit aussi, Alain, joueur par excellence ou joueur le plus utile? Pourquoi qu'on n'en donne pas deux finalement? Parce que des fois, il y a un paquet de débats là-dessus, comme la recrue de l'année. Pourquoi on donne un joueur du mois puis un lanceur du mois, mais à la fin de l'année, c'est une recrue. Parce qu'il y a aussi la recrue du mois comme lanceur. Peu importe. Alors, des fois, je pense qu'on pourrait l'étirer un petit peu plus, mais ça reste que les choix ont été bien corrects à ce niveau. Ouais. Et la nationale, une petite parenthèse, Marc, Merrill a été excellent. Son WAR, effectivement, a été parmi les plus élevés. Mais il y en a un qui a eu un meilleur WAR que lui parmi les recrues. Marc, ça va peut-être te surprendre. C'est Mason Wynn, des Cards de Saint-Louis. En raison de son jeu en défense principalement, mais son rendement d'attaque n'a pas été mauvais. Donc, le fait qu'il occupe le poste d'Areco, évidemment, l'a peut-être favorisé. Et puis là, tu m'ouvres une petite porte rapidement, Alain, mais ça, c'est un aspect
que je trouve qui est tellement négligé, c'est l'aspect défensif. Merrill a joué aux chansantes. On peut parler d'Aaron Judge comme joueur par excellence, absolument. Là, je veux dire, c'était une autre situation incroyable. Mais ce que Bobby Witt Jr. a fait à l'arrêt-court, je veux dire, ça compte pas. Tu as l'impression que ça ne compte pas. Ouais. Et ça, je trouve ça plate. Puis on pourrait avoir le même débat au niveau des joueurs au temps de la renommée. Russell Martin fait partie des joueurs qui peuvent être sélectionnés. Mais Russell probablement ne sera pas intronisé. Mais quelle carrière comme receveur défensif. Mais on dit, ah non, mais Russell Martin, tu regardes sa moyenne au bâton. Non, c'est pas ça, Russell Martin. C'est un receveur, un joueur complet. C'est pour ça que dans les choix comme Aaron Judge, c'est bien correct, comme je me répète là. Mais je trouve qu'on considère à peu près pas, ou pas assez du moins, le jeu défensif. Il y a trois côtés au baseball. Tu as l'attaque, tu as la défense, puis tu as les lanceurs. Et je trouve que la défense, on n'en tient pas assez, selon moi, dans la sélection parfois, soit des trophées, ou soit évidemment au temps de la renommée. Je trouve qu'on les néglige un peu. Je trouve qu'on néglige beaucoup cet aspect-là. Oui, puis Russell, en passant, son rendement à l'attaque là, a été, puis pourtant, ces dernières années, ça n'a pas été extraordinaire. Et pourtant, pour l'ensemble de sa carrière, il a été légèrement au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Je veux juste préciser dans le cas de Russell Martin. Marc, on va passer aux joueurs autonomes. Il y a une équipe qui s'est démarquée depuis le début de ce marché-là. Ce sont les Angels, pas seulement par leurs acquisitions, parce que là, au cours des dernières heures, on a appris là, que Kikuchi allait se joindre à l'équipe. On a embauché Travis d'Arnaud. On a fait l'acquisition de Jorge Soler. Ce que je me demande, Marc, du côté des Angels, est-ce que c'est le dernier tour de piste d'Arte Moreno, puis se dit, on sait qu'il songe à vendre, là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment Moreno se dit, regarde, j'en ai pas pour longtemps, allons-y. C'est un gars qui a eu l'habitude de dépenser, pas toujours intelligemment, mais j'ai l'impression que lui, il se dit, regarde, j'en ai pas pour longtemps, j'y vais cette année. Ah, il n'est pas facile à suivre, en tout cas. Non, hein? Il n'est pas facile à suivre dans, est-ce qu'il dépense, il veut vendre, là, il ne vend plus, il redépense, c'est pas facile à suivre, mais, les Angels, moi, ça revient un peu à la même cassette, Alain, mais ça serait le fun d'entourer Mike Trout un peu, là. Trout est encore là, j'espère qu'il va être en santé cette année, si on peut lui donner une équipe qui a de l'allure. Il y a des possibilités quand même dans cette. Il y a des bonnes équipes dans la division ouest américaine. Mais je trouve ça intéressant. Moi, j'aille pas. Évidemment, Kikuchi, c'est un joueur qui ne rajeunit pas. On lui donne 3 ans. On va chercher des bons joueurs. On va pas chercher le gros nom, mais on va chercher des bons joueurs. Puis honnêtement, parfois, c'est peut-être la stratégie à déployer. Est-ce que tu veux dépenser un 5 et peut-être même 600 millions pour un Juan Soto alors que tu peux, pour le même prix, pratiquement aller chercher 4 ou 5 joueurs? Alors, je trouve ça intéressant, mais effectivement, ce sont les Angels qui volent la vedette là, depuis le début de cette saison morte. Ce qui me laisse songeur un peu, Marc, Travis d'Arnaud, on a déjà un receveur, un jeune qui va jouer souvent, Logan O'Hoppe. On a, si tu embauches d'Arnaud, c'est correct, il voudrait retourner dans l'Ouest, j'ai l'impression, dans son cas. On a Logan O'Hoppe, peut-être qu'on lui a dit, regarde, tu vas peut-être être frappeur de choix. Sauf qu'on a déjà Soler, Soler, c'est un frappeur de choix, là, en défense, il est rendu nul. Mais là, si tu veux donner, si tu veux avoir Mike Trout la saison complète, il faut que tu penses à l'utiliser comme frappeur de choix peut-être plus souvent qu'autrement. C'est juste, quand je te dis dépenser intelligemment, c'est ça à quoi je fais référence. Je suis juste pas certain que ces embauches-là vont dans la bonne direction. Puis avec Michael Trout, comme tu disais. Bon, là, effectivement, c'est un bon point. T'sais, moi, un receveur d'expérience comme d'Arnaud qui vient accompagner Logan O'Hoppe, ça, je trouve ça parfait. Et je pense que d'Arnaud sait qu'il est rendu où dans sa carrière. C'est peut-être pas un gars qui va jouer de façon régulière. Même pas certain qu'il va agir tant que ça, moi, comme frappeur de choix. Par contre, tu amènes un bon point avec Soler et Trout. Trout, absolument, va agir comme frappeur de choix assez régulièrement, selon moi. Alors, il va falloir que tu te prives en défense parce que Soler, on sait que c'est pas un gandard de ce côté-là. Puis c'est là, moi, ce que j'aimerais, Alain,
c'est d'être dans le fameux, ce qu'on appelle le War Room, là, l'espèce oui. de. Bon, avec les Angels, tu sais, avec le tableau, le crayon, Ron Washington qui est là aussi probablement, je l'imagine, en tout cas je l'espère pour lui, et qui là, bon, OK, on commence là, qui qu'on va chercher, qui va jouer où. Tu sais, pour vraiment comprendre ce genre d'embauche-là parfois, pour se dire, est-ce qu'on a la meilleure équipe sur le terrain? Est-ce qu'on néglige la défense pour de l'attaque? En tout cas, en premier lieu, ça semble être le cas. Mais j'aimerais ça quand même faire partie, de voir quelle est la philosophie derrière, à quel point les statistiques avancées font partie des discussions. Est-ce que c'est... Tu sais, Alain, puis ça revient à ce que je disais tantôt, est-ce qu'on néglige un peu la défense alors qu'on avait l'impression qu'une petite tendance pour les voltigeurs de centre, là, c'est vraiment de les... Tu sais, dans le baseball, là, au cours des 2 dernières années, c'est vraiment se cibler là, d'avoir une bonne ligne de centre à nouveau là, pour... pour empêcher des points additionnels de se marquer. Puis, Ouais. je ne veux pas retaper sur Aaron Judge, mais son jeu en défense en série mondiale a nuit aux Yankees. Oui. Bon, Marc, il y a eu une transaction majeure. Faut bien le dire. Non, ça n'implique pas les Yankees, les Dodgers, mais entre Kansas City et Cincinnati. Et des deux côtés, on a échangé des surplus. C'est pas compliqué, là, c'est ce qu'on a fait. Les Reds avaient un surplus, puis même avec le départ de Jonathan India pour Kansas City, on a quand même un surplus. Tu sais, Mark McLean n'a pas joué l'année passée. Ça a peut-être retardé, j'ai l'impression, une transaction impliquant India. Il y avait déjà des rumeurs l'année passée. Et on se retrouve encore aujourd'hui avec Marté, Noelvi Marté, qui d'ailleurs joue cet hiver en République dominicaine. On a De la Cruz à l'arrêt-court. On a, on a Candelario aussi qui joue au 3e but. Au premier, Encarnacion Strand va probablement revenir. Bref, bon, malgré le départ d'India, on a encore un surplus. Ça fera pas si mal que ça aux Reds et on acquiert un bon lanceur partant. Marc, la rotation des Reds, évidemment, si on peut éviter des blessures, ça va être une des bonnes dans la Ligue nationale l'année prochaine. Moi, c'est le genre de transaction que j'aime beaucoup, Alain. Tu sais, qu'on Oui, voit Brady de Singer, moins... en passant, là, qui passe Brady Singer qui quitte les Royals pour les Reds. Exact. Puis on n'en voit plus assez de ce genre de transaction-là. Tu sais, le genre de transaction-là, c'est vraiment une bonne transaction pour les deux équipes. On a des besoins, on avait, tu l'as dit, des surplus d'un côté, on avait des besoins, on s'échange, tu sais, des joueurs qui ont encore des années à donner en termes bon, évidemment, de qualité, mais alors, je trouve que ça, c'est des transactions fort intéressantes. Là, je trouve qu'on a fait nos devoirs des deux côtés. On va, évidemment, l'avenir nous dira là, si Senior peut poursuivre ce qu'il est capable de faire avec les Reds, bon, India avec les Royals, mais ça, c'est le genre de transaction qui, pourtant, Alain, on ne parle pas de gros salaires là-dedans, on parle de besoins réels. Et je trouve que c'est d'agir de façon intelligente parmi ces organisations-là. On ne va pas sur le marché des joueurs autonomes, on n'est pas pris avec des gros contrats, on s'échange des surplus et ça donne... moi, je suis convaincu que ça va donner des bons résultats pour les deux équipes. Oui, c'est une transaction intéressante, effectivement, dans ce cas-là. Marc, au cours des derniers jours, il y a des joueurs qui sont ajoutés au marché des joueurs autonomes. Est-ce qu'il y en a là-dedans, bon, dont Jordan Romano et Kyle Finnegan, deux joueurs au profil de releveur numéro 1. Finnegan vient de finir comme releveur numéro 1. Washington décide de passer à d'autres choses. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans, toi, qui t'ont dit « Oh, attends une seconde, là, ça va congestionner peut-être le marché. » Bon, écoute, c'est sûr que pour revenir à Romano, c'est un peu inquiétant parce que Romano reste que c'était un releveur numéro 1. Est-ce que les examens médicaux, Alain, nous laissent croire qu'on n'a vraiment pas confiance pour la suite des choses en le cas de Romano? Je pense que la question se pose. Mais bon, ça reste à voir de ce côté-là. Il y a Patrick Sandoval. On parle des Angels. Il se retrouve sur cette liste-là aussi. Oui, lui aussi. Ben voilà. Il y en a 64 joueurs là, qui ont été placés sur cette liste. Qui deviennent donc joueurs autonomes. Certains ont déjà signé des contrats, là, des contrats d'1 an. Mais écoute, ça fait partie des règles du baseball. Ça fait partie là, des fameux contrats. Lorsque évidemment, faut. Vous savez, au baseball, là, bon, les 6 premières années, si vous voulez, là,
vous avez pas beaucoup de contrôle. Vous avez un peu de contrôle parce que là, après 3, vous allez à l'arbitrage, mais ça reste que parfois, il y a des décisions qui doivent être prises par les organisations. Est-ce qu'à ce point, Alain, que ça va empêcher ou disons, changer le marché à ce niveau-là? Je ne suis pas certain, le contenu de la qualité des joueurs qui se retrouvent là. Il y a quelques joueurs intéressants, là, mais si les gars signent, ça va être des contrats d'1 an à des salaires, évidemment, qui vont être moindres. Là. Ben, écoute, il y a 2 noms, moi, que j'ai regardé de plus près. Cal Quantrill. Moi, je pense que c'est un gars très intéressant avec les Rockies du Colorado. En fait, les 2 noms que j'ai retenus, ce sont 2 gars des Rockies. Il y a Cal Quantrill, ancien choix de première ronde, qui vient de passer la dernière saison dans un environnement qui n'est pas tout à fait celui auquel il était habitué. Malgré tout, 4,98 moyenne de points mérités, Marc, c'est quand même pas si mal au Colorado. Compte tenu du contexte. L'autre, c'est Brendan Rodgers. Pourquoi? Ben, écoute, Marc, il y a quelques saisons, choix de première ronde, 3e au total. Des chiffres à l'attaque corrects, mais en fouillant un petit peu. Pas le choix de fouiller, Marc, quand tu t'en vas au Colorado. Est-ce qu'il y a une différence nette entre son rendement à l'étranger? Je suis obligé de dire que oui. Le syndrome Charlie Blackmon s'applique à lui. C'est un MPP, Marc, à l'étranger, en bas de 650. Tu fais quoi avec ça? Là? Non, mais il y a quelqu'un qui va sûrement... il va se trouver un emploi, là. Il va se trouver un emploi. Mais là, c'est signer un contrat avec invitation au camp d'entraînement. Tout est à... faut se prouver à nouveau. C'est aussi simple que ça, Alain. C'est pour ça que ce genre de situation-là... souvent, ça va être des gars dans cette liste-là, Alain, qui vont signer très tard avec invitation au camp d'entraînement, puis voir, justement, si on n'a pas pu faire... poser d'autres gestes avant. Mais effectivement, il peut y avoir des joueurs là-dedans qui surprennent. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer avec Jordan Romano pour la suite des choses, évidemment, dans son cas. Là. Effectivement. Écoute, tout le reste, c'est spéculation. Marc, on pourrait bien parler du cas de Juan Soto. On pourrait élaborer sur un paquet de rumeurs, dont Walker Buehler qui intéresserait les Yankees de New York. Encore là, il y a un drapeau rouge 2 fois. L'opération Tommy John au coude droit. Les Yankees ont peut-être aimé ce qu'ils ont vu pendant la Série mondiale. Ça, c'est une autre chose. Mais Marc, de ce côté-là, on n'a pas encore bougé. Il y a des rumeurs sur les demandes face à Alex Bregman qui semblent exagérées. On parle de 300 millions, 10 ans. Mais Marc, il s'agit qu'il y a une équipe qui dise oui. Ça en prend une. Ça en prend juste une, tu l'as dit. Puis écoute, c'est là, Alain, que les agents établissent le marché. Là. Je veux dire, c'est carrément ça qui se passe présentement. C'est pour ça qu'au baseball, c'est un des sports où lorsque le marché des joueurs autonomes commence, il ne se passe rien. Je veux dire, dans les autres sports, la première journée, tu as l'impression que... mais ici, au baseball, c'est tout l'inverse. J'espère juste qu'on va avoir appris de l'année dernière, Alain. De signer des gars une fois que les camps d'entraînement sont commencés. Tu vas me dire que ça n'a pas nuit trop tôt à Blake Snell, mais des gars comme Montgomery, puis peu importe, J.D. Martinez. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de situation-là. Mais écoute, c'est quand même un marché où il y a beaucoup de gros noms là, qui pourraient changer d'adresse. Ça va être pas mal intéressant à suivre. Mais pour l'instant, outre Kikuchi qui a signé dans les dernières heures, c'est un marché quand même assez tranquille. Puis est-ce qu'on va se rendre avec le chiffre 6 comme premier chiffre sur le contrat de Juan Soto? Tu sais, moi, Alain, je veux dire, Juan Soto, là, c'est un des meilleurs frappeurs de sa génération, là, mais si tu analyses ça froidement, Alain, tu sais, les 5 atouts au baseball, là, tu frappes pour la moyenne, c'est son cas, tu frappes pour la puissance, c'est son cas. Ce qui est bon en défense, est-ce qu'il a un bon bras? Est-ce qu'il est rapide? Fait que, tu sais, on est-tu à 2,5 sur 5? Puis là, tu vas lui donner 600 millions. Je comprends qu'il est bon, puis il va transformer une attaque, mais je ne sais pas, moi, si j'étais une organisation. Puis en passant, les rumeurs qui l'amènent avec les Blue Jays de Toronto, moi, je vais te dire une chose. Juan Soto, c'est sûr qu'il semble vouloir aller là où il va avoir plus d'argent. En tout cas, peut-être je me trompe, là. Mais si tu voulais aller à Toronto, Alain, puis tu as Vladimir Guerrero qui n'est pas encore signé à long terme, puis tes lanceurs partants sont vieillissants, puis il n'y a pas beaucoup de relève, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs d'avenir qui se pointent à l'horizon. Veux-tu vraiment signer à Toronto?
moi, je pense que pour les Blue Jays, mais Vladimir Guerrero sous contrat à long terme, ça va stabiliser et après ça, ça va amener peut-être la possibilité de certains joueurs de dire, OK, ils ont signé Vlad à long terme, ils sont sérieux, ça semble intéressant à long terme, mais veux-tu vraiment signer comme joueur autonome à Toronto présentement si Vlad n'est pas signé à long terme? Moi, on parlait du fameux War Room tantôt, j'aimerais ça être du côté des Blue Jays de Toronto, parce qu'on part de où, Alain, là? Ben beau dire, on va donner 600 millions à un joueur, mais il va-tu vouloir signer 13 ans à Toronto, sachant ce qui se passe présentement, et qu'il n'y a pas une tonne de joueurs d'avenir? Alors, c'est pour ça qu'il faut regarder le portrait global, parfois, de la situation, là, t'sais. Je maintiens qu'il veut rester à New York, et je pense que c'est ça qui va arriver. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire, Marc. La première cohorte de joueurs autonomes, Reggie Jackson en faisait partie, et il n'y avait pas de théâtre plus gros que le stade des Yankees, tu comprends. Il a accepté, pour moins d'argent qu'ailleurs, d'aller avec les Yankees de New York. Et parmi les équipes qui avaient offert le plus d'argent, il y avait les Expos de Montréal. Ouais. Les Padres de San Diego. Donc, pour lui, c'était plus important d'avoir des réflecteurs sur lui que, d'avoir un montant d'argent quelconque. Juste une petite parenthèse. Puis l'autre parenthèse, Marc, je parlais du cas de Jordan Montgomery, qui a exercé son option. C'était son option aux grandes dames du propriétaire de l'équipe. Exact. Et qui se sont rencontrés, semble-t-il. Mais on a indiqué qu'il était probablement disponible par une transaction si jamais il y a une équipe qui était preneur. Bon, quel dossier quand même. Quel gâchis, ce dossier-là. Hein? Ben, je l'imagine porter l'uniforme des Diamondbacks au camp d'entraînement, sachant que ton propriétaire trouve que c'est la pire transaction que j'ai jamais eue. Mais bon. Bon, Marc, dernier sujet avant de passer à la deuxième partie de ce balado. Là, on s'approche de plus en plus du robot qui s'en vient. Ce ne sera pas à temps plein, mais on va l'avoir au camp d'entraînement. On l'a déjà dans certaines ligues, en Corée du Sud notamment. Au niveau 3A, on l'a adopté. Ça n'a pas causé de heurts. 2025, il n'y en aura pas, mais 2026, là, on semble s'aligner là. Bon, écoutez, l'année passée, on parlait encore de 2-3 ans avant de voir les robots, la zone de prise électronique finalement. Là. Et là, je dirais pas que Rob Bamford a surpris bien du monde, mais en disant, là, on va l'intégrer dans certains stades. Ce ne sera pas tous les stades de camp d'entraînement qui vont l'avoir, mais il va s'assurer que toutes les équipes vont avoir vécu la chose. Évidemment, Alain, les dernières années au niveau des ligues mineures, 3A, 2A, même d'autres ligues, les ligues atlantiques, je crois, on en a fait des tests. Là, on en a des données. Là. On est capable de voir ce qui fonctionne moins bien. Là, ce qui semble être le cas pour le camp d'entraînement 2025, c'est qu'Alain, on aura deux prises, si vous voulez, là, ou deux sélections. Il y en avait 3 actuellement au niveau 3. C'est-à-dire que si une équipe demande un appel, alors que ce soit le receveur, le frappeur ou le lanceur, et qu'on n'a pas raison, là, on perd une vie. Alors, on a 2 vies, finalement. On en avait 3 depuis le début de ce... Alors, le baseball majeur veut le réduire à 2. Donc, le camp d'entraînement prochain, on aura une zone de prise. Par contre, il faut que les joueurs demandent. Ce ne sera pas chaque lancé, puis soudainement, l'arbitre va dire que c'est une prise. Il va falloir qu'il y ait une demande de fait. Et je pense que ça va être la façon de faire, Alain. Peut-être que dans 10 ans, on aura un autre discours à ce niveau-là. Mais je trouve ça le fun qu'on l'implique tout de suite. Tous les joueurs qui arrivent dans le baseball majeur depuis 2-3 ans, qui arrivent du baseball mineur, l'ont déjà vécu. Donc, on a déjà un certain nombre de joueurs qui ont déjà vécu ça. Là, on va le faire vivre vraiment à tous les joueurs du baseball majeur. Et moi, je ne serais pas surpris là, que dès 2026, officiellement, là, on va peaufiner tout ça en 2025. Et 2026, tu sais, Alain, on était à la Série mondiale, là, puis on a vu les séries cette année. Là, ça n'a pas été vraiment... Bon, on n'a pas sélectionné les meilleurs, mais avec cette zone de prise électronique-là, moi, je pense que ça va ajouter. Ça va même ajouter. Tu sais, les gens disent, ouais, mais là, ce ne sera plus des humains. Oui, ça va être encore des humains, mais... Là, il va falloir être sélectif. On ne pourra pas à chaque fois dire, hey, en deuxième manche, puis c'est 0-0. Puis là, c'est le signal souvent du frappeur. Il va se taper sur le casque comme ça, puis il va dire, je veux une reprise. C'est parce que si tu n'as pas raison, là, moi, je veux mes reprises en fin de match ou des jeux plus importants. Donc, il va y avoir cette discipline-là, le moment qu'on va demander si ça va fonctionner. Donc, ça peut peut-être même ajouter un petit peu de piquant dans tout ça. Évidemment, il y a le sempiternel débat, Marc. Est-ce que ça enlève l'aspect humain?
Et l'autre que j'amène souvent, bon, qu'est-ce qui est le plus important, l'aspect humain ou rendre la bonne décision? Puis ce débat-là va demeurer, Marc. Il va demeurer, Alain, mais Ouais. là, tu es en série mondiale, peu importe, un match Ouais. hyper important, là, puis là, le lanceur, tu sais, Alain, là, je veux dire, on les voit, les matchs, là, le lanceur qui fait le lancer, qui semble être le lancer parfait, tu sais, le lancer, Ouais. ou le frappeur qui finalement juge la balle, là, tu sais, d'une présence, et 3 balles, 2 prises, puis la balle n'est pas une prise, puis que l'arbitre la déclare une prise, ben, tu sais, moi, je pense que, tu sais, l'aspect humain reste, mais moi, je trouve que ça va ajouter quelque chose d'intéressant. Je suis convaincu que ça peut, les gens vont l'apprécier éventuellement. Tu sais, il y a bien des règlements là, qu'on vit aujourd'hui depuis 3, 4, 5 ans, puis au départ, c'était ça n'a pas de bon sens, puis on fait. Mais finalement, ben, il y a des choses intéressantes qui sortent de ça. C'est pas parfait, c'est comme les reprises actuellement, où là, est-ce qu'au millimètre près, est-ce qu'il a touché le coussin avant? Tu sais, moi, là, je suis moins là un peu, mais la plupart du temps, c'est quand même la bonne chose à faire. Ouais. Ça nous amène à la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. La question est fort simple. Est-ce que vous êtes prêt à adopter la zone électronique, celle qui est adoptée, qu'on semble vouloir adopter, là, c'est-à-dire à la demande des lanceurs ou des frappeurs, donc, ou même du receveur? Envoyez-nous vos commentaires sur cette question sur notre page Facebook, facebook.com/complet-balado ou sur notre site internet complet.com. Alain, c'est le moment de vous parler de notre commanditaire principal, Plan de Match, qu'on remercie d'ailleurs. Plan de Match, c'est cette boutique de baseball à Boucherville, cage de frappeurs, cours privé, boutique en ligne, c'est l'endroit idéal. Évidemment, on est l'hiver, là, alors on veut aller s'exercer. C'est la place et se préparer déjà pour la saison prochaine. Je vous rappelle aussi, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est via notre site internet, donc www.comptecomplet.com. Meilleure façon donc pour savoir où nous écouter, où nous regarder. Monsieur Usereau, vous avez fait un beau petit voyage en République dominicaine, vous y arrivez. J'espère que vous avez mis de la crème solaire. Mais c'est intéressant, Alain, parce que c'est pas un voyage, tu n'es pas allé sur la plage avec tes pina coladas. Tu es allé vraiment voir du baseball, qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là. Et Alain, on l'associe au baseball. Lorsqu'on parle de République dominicaine, tu as l'impression là, que on voit tous ces joueurs latino-américains qui proviennent de la République dominicaine. Qu'est-ce que ça représente, le baseball, là-bas? C'est énorme. C'est énorme. J'y ai passé 2 semaines, Marc, par le biais d'un groupe qui organise des voyages baseball un peu partout. Ça s'appelle Japan Ball. Les premiers voyages ont été organisés au Japon. Il y en a en Corée. Il y en a maintenant en République dominicaine, organisés par quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'entourage du baseball majeur là-bas. Même il y a des voyages en Alaska, parce qu'il y a une ligue collégiale en Alaska, quand même assez célèbre, où il y a même des journées complètes, incluant la nuit où on joue au baseball. Bref, pour la République dominicaine, Marc, on se targue de dire que nos principales exportations, il y a le café, il y a le rhum, il y a les joueurs de baseball. C'est une réalité là-bas dans un pays, disons-le, qui n'est pas très riche. Ça, faut quand même le dire. Avec un système d'éducation qui tient par pas grand-chose, ce qui fait en sorte que tout ça combiné, pour plusieurs jeunes garçons, la meilleure porte de sortie vers une vie meilleure, ça passe par le baseball. Souvent, malheureusement, au détriment de l'éducation. C'est un peu ça qui est triste dans la réalité dominicaine. Ceci étant dit, on s'est donné quand même des moyens d'aider des jeunes. Bon, j'ai visité toutes sortes d'endroits pendant que j'étais là-bas. En fait, je suis allé dans les 3 régions où il y a des équipes dans la Ligue d'hiver dominicaine. J'ai visité des académies privées. J'ai visité aussi des endroits où les jeunes, ça leur permet de jouer à la balle. Je veux dire, Marc, les terrains sur lesquels on joue, là, même dans les académies privées, là, c'est pas du calibre qu'on pourrait voir même dans des meilleurs parcs, comme j'ai en tête Saint-Bruno parce que je connais un peu cet endroit-là. Dans les académies privées, on prendrait le terrain de Saint-Bruno 100 fois. Là. Les académies d'équipe, c'est autre chose complètement. Les terrains sont parfaits. C'est pas compliqué. Là. J'ai visité une académie, mais c'est partout comme ça, celle des Brewers de Milwaukee. Le baseball fait partie du quotidien de ces jeunes-là, Marc. Et bon,
on aimerait que ça se passe autrement. On aimerait que ces jeunes-là aient de meilleures, je te dirais, de meilleures possibilités, de meilleures options d'avenir que le baseball. Et malheureusement, pour plusieurs, ça passe par là et il y a beaucoup d'appelés, mais très, très peu d'élus, même si on a quand même un pourcentage important de joueurs de baseball dans le baseball majeur là, qui parviennent de la République dominicaine. Mais c'est une réalité là, qui est à la fois fascinante, mais qu'on peut regarder de façon sociale, là, de façon bien différente. Alain, je veux que tu nous sépares deux choses. Tu as parlé des académies, puis tu as parlé de la Ligue d'hiver. Donc, c'est quand même deux mondes différents, parce que les académies, j'imagine, ce sont donc des jeunes joueurs, puis on les prend juste à partir de quel âge? Et tu as la Ligue où là, ben, tu as des vétérans qui sont du baseball majeur. Quelle est la différence entre les deux, si on les séparait, là? C'est pas du tout la même chose. On va commencer par les académies. J'en ai visité deux. Une en plein centre de San Pedro de Macorís par un ancien de l'organisation des Blue Jays de Toronto, M. Arias. Et l'autre, Juan Uribe, qu'on a connu dans le baseball majeur. Ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'il a pris sa retraite, qui a remporté la Série mondiale avec les White Sox de Chicago en 2005. Et dans les deux cas, ce qu'on dit, on ne prend pas n'importe qui. Ce sont des joueurs qui leur sont référés par des ligues locales autour. Et il y en a une troisième qu'on a visitée, celle qu'a fréquenté Juan Soto. Il n'y avait pas d'action malheureusement quand on est allé. Il n'y avait personne, autrement dit. Ces académies-là prennent soin des jeunes. Normalement, les jeunes ne paient pas pour aller là. Et ce qu'on nous a mentionné dans les trois cas, c'est qu'on les forme beaucoup au baseball. Il y a des équipements comme celle d'Arias. Je peux te dire qu'il y a un gym qui est quand même assez bien équipé. Si le terrain n'est pas en parfait état, il l'est quand même de façon convenable. On a une cage des frappeurs. Bref, on est équipé pour former ces jeunes-là. Et ce sont des jeunes, Marc, moi, ce que j'ai vu, là, on peut partir de 12 à 15 ans à peu près. Et ce sont des jeunes, comme je le mentionnais, ce que j'ai vu dans les deux académies, ce sont des jeunes d'allure très athlétique, très heureux de nous voir, qui étaient très concentrés sur ce qu'ils devaient faire. Les deux, Uribe et Arias, nous ont mentionné, les deux, on tient à ce que les jeunes soient disciplinés, on tient à ce que les jeunes soient de bonnes personnes à la sortie de nos académies. Et comment ils se financent? Ben, c'est lorsqu'ils signent des contrats professionnels, ben, il y a un pourcentage qui va à l'académie. C'est comme ça qu'on se finance. Donc, c'est pas parfait, Marc, mais au moins d'insister un petit peu sur une formation minimale à l'intérieur des académies, parce que dans certains cas, comme celle qui a fréquenté Juan Soto, tu as des résidences là-bas. On prend soin des jeunes là-bas. Donc, ça, ce sont des académies privées, et tu as des académies d'équipe. Ça, ce sont des jeunes qui ont signé des contrats avec les équipes. Les 30 équipes du baseball majeur ont leur propre académie. L'argent qu'amène le baseball majeur là-bas, c'est pas négligeable dans une économie, comme je le mentionnais, qui n'est pas très, très garnie à tout niveau. Donc, c'est une partie très, très importante de l'économie dominicaine, ces académies du baseball majeur, là où les terrains sont absolument parfaits. Mais Marc, la réalité, comme je le mentionnais, il y a plusieurs centaines de joueurs dominicains qui signent des contrats professionnels. Il y en a à peine la moitié qui réussissent à sortir des ligues d'été dominicaines pour aller jusqu'aux États-Unis. Une réalité que tu as peut-être connue quand tu étais joueur, tu en as croisé là, des Dominicains. Au niveau où tu as joué, Marc, bon, tu n'as pas joué dans les ligues recrues. Donc, ces jeunes-là qui se font dire là, après un an ben, que c'est fini, pour eux, c'est un avenir meilleur qui s'écroule. Donc, tu comprends? Il y a un paquet de choses qui s'entremêlent là, dans cette réalité dominicaine. Ouais, puis écoute, j'en ai vu, Alain, c'est... Bon, oui, puis ben, en fait, moi, le constat que j'en fais, c'est que j'étais au camp d'entraînement des Ligues majeures une couple d'années, là, puis là, t'arrives à la fin du mois de mars, puis... tu sais, ton voisin de casier, il est plus là, puis c'est un Dominicain, puis que lui, tu sais, il misait là-dessus, puis il avait sa famille, puis soudainement, lui, il n'a plus d'emploi, puis c'est malheureux que ça se passe encore en 2024, près de 2025, ce genre de situation-là. Mais moi, souvent, c'est l'âge, hein. Tu as parlé des âges, là. Tu sais, on les voit jeunes, on les fait miroiter quelque chose là, d'intéressant. Ah oui. Absolument. Écoute, c'est ça qui est triste un peu. Le pourcentage de ces jeunes-là, compte tenu du nombre de joueurs qui signent, qui vont se rendre au baseball majeur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Puis tu parlais d'âge. Moi, quand on est allé visiter, on est allé dans le coin de Juan Uribe, où il y a son académie. Là, c'est pas très loin d'où est originaire Vladimir Guerrero. Je peux te dire, Marc, c'est un petit village. Évidemment, il n'y a pas d'hiver.
Mais c'est pas très riche dans ce coin-là. C'est un coin où il y a quand même eu des joueurs importants. O'Neal Cruz vient de ce coin-là. Franmil Reyes vient de ce coin-là également. Il y a quelques autres joueurs qui sont allés dans le baseball majeur. On est allé voir le domaine aussi où Vladimir Guerrero habite aujourd'hui. Et en visitant, j'avais oublié, Marc, je ne sais pas si tu t'en rappelais, mais que Vladimir Guerrero, pendant son passage avec les Expos, son âge n'était pas celle qu'on pensait que c'était. On s'en est perçu quand il a quitté Montréal en 2009 que finalement il était une année plus vieux que ce qu'il nous avait montré à Montréal. Donc, c'est pas à 19 ans. Il a commencé, c'était à 20. Fait que c'est une réalité pour eux. C'est une question de survie. On peut bien les blâmer. Ils ont triché. Attends une seconde. Là. Parce que pour eux, c'est ça. C'est une question de survie. Puis, tu mentionnais, le gars de la République dominicaine, lui, c'est le pourvoyeur de sa famille. Là. Exact. Donc, c'est ça. Donc, c'est très, très différent là, de ce qu'on peut s'imaginer. Le romanticisme là, qui entoure le baseball dominicain, il y a une part de ça, il y a une réalité qui est différente aussi. Et rapidement, Alain, pour les académies, si on termine là-dessus, c'est que il y a quand même plusieurs équipes qui ont établi des académies Oui, toutes les équipes ont leur académie là-bas. Il y en a qui sont mieux équipés que d'autres. Moi, j'ai vu un match qui n'était pas officiel parce qu'il n'y a pas de ligue cet automne. Il y a quand même des joueurs qui continuent à s'entraîner, les joueurs sous contrat. C'était des jeunes, Marc. C'est pas compliqué, là. C'était vraiment des jeunes de 17, 18, 19 ans là, que j'ai vu jouer. Puis tu voyais, c'était tous des jeunes qui étaient athlétiques. Sauf que ça manquait de filis, ça c'est clair. On nous a donné l'exemple de matchs qui pouvaient se terminer 20-1, ou des matchs où il n'y avait pas de coup sûr de la part de l'équipe, mais qui ont marqué 5 points parce qu'il y avait des erreurs. C'est le genre de match auquel on peut assister dans des confrontations automnales là, dans ces équipes-là. Mais on est très bien équipés, on prend soin des jeunes, puis on les entoure pour essayer de mieux les diriger autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Ils ont tous des cours d'anglais, là. Afin de les préparer à la prochaine étape qu'ils souhaitent tous, c'est-à-dire éventuellement de se trouver une place dans une équipe affiliée aux États-Unis. Bon, puis là, tu as l'autre réalité, tu as la Ligue maintenant, où là, c'est un peu l'inverse, Alain, tu as des gars qui s'accrochent, des vétérans, puis c'est un peu un mélange d'un paquet de joueurs, là. C'est assez hétéroclite, Marc. Tu as 4 grosses ligues d'hiver. Tu en as une à Porto Rico, Venezuela, au Mexique. Au Mexique, c'est vraiment les équipes sont sur la côte ouest. Et tu as la ligue, certains considèrent comme la ligue peut-être la plus forte, là, c'est la ligue dominicaine qu'on appelle la Lidom. Il y a 6 équipes au sein de cette ligue-là. 2 qui ont une tradition plus grande, l'ICI et Escogido. Felipe Alou a dirigé pendant très longtemps. En fait, Felipe Alou, c'est presque un dieu là-bas. C'est pas compliqué. Là, lui et ses 2 frères, là, Jesus et Mati. Felipe Alou, qui était un des premiers dominicains. En fait, plusieurs le considèrent comme le premier vrai dominicain. Le premier, c'est Ozzie Virgil, qui a une grosse place là-bas. Mais il a vécu quand même une partie de sa jeunesse à New York. Alors que Felipe, lui, c'est un dominicain pur laine. Puis Felipe et ses 2 frères, d'ailleurs, quand on va il y a un musée là, du baseball dominicain, on ne peut pas dire que c'est un temple de la renommée, mais il y a un musée dominicain. Et au 3e étage, tu rentres, puis tu vois une grosse photo des 3 frères Alou, qui occupent une très, très grande place. Bon, il y a 6 équipes. Il y en a une à la capitale, Santo Domingo. Il y en a 2 un peu plus vers l'est, qui est La Romana et San Pedro de Macorís, et 3 vers Santiago, qui est un petit peu plus au nord. C'est un mélange, Marc, de vétérans dominicains qui s'accrochent, que ce soit pour l'amour du baseball. Tu retrouves des gars comme Emilio Bonifacio, Jan Segura, Jonathan Villar, tous des joueurs qui ont eu des carrières, Pedro Strop, des joueurs qui ont eu de belles carrières. T'as d'autres jeunes, Noël V. Marté, Marc, qui n'a pas joué beaucoup en raison de sa suspension, il va jouer dans cette ligue. D'autres qui viennent d'être libérés, Emmanuel Valdez, qui est avec les Red Sox de Boston, Pablo Reyes, qui pendant qu'on était là-bas, a signé un contrat avec les Yankees de New York. Et tu as des jeunes Américains, tu vois, depuis mon départ, Marc, David Hensley, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, mais il était avec les Astros de Houston lors de la conquête de la Série mondiale. Il n'y a plus d'équipe. Bon, au cours des derniers jours, c'est trouvé une équipe dans la Lidom. Lui, il veut jouer, il veut se faire voir. Donc, c'est un mélange vraiment de joueurs de la sorte. Le calibre de jeu, je te dirais, quand tu parles des frappeurs, probablement que ça pourrait se comparer au niveau 3A. Mais comme dans tous les calibres, Marc, c'est au monticule que ça se passe, et c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est une ligue d'hiver. Puis, Marc, même si tu as des vétérans, ils veulent tous, à un moment donné, retourner dans le baseball organisé.
Donc, tu ne feras pas lancer 7 manches à un lanceur partant, tu sais, puis le faire lancer pendant 10, 12 départs pendant la Ligue d'hiver. Tu sais, ces gars-là ont besoin de leur repos pendant la saison morte. Donc, tu vas limiter le nombre de lancers, ce qui fait en sorte que dans les 6 matchs que j'ai vus, ben, le nombre minimum de lanceurs que j'ai vu, c'est 12. Et ils n'ont pas la règle du cadran. Oui, même si on l'a, mais même si on l'a, Marc, écoute, c'est limité. Puis dans un cas extrême, tu vas me dire que c'est dimanche, j'ai vu un match de 20 lanceurs. Et quand le match est terminé au bout de dimanche, il n'y avait personne qui se réchauffait, on était rendu au bout du rouleau. Il y a un seul lanceur que j'ai vu aller à 5 manches. C'est peut-être un gars qui va se faire remarquer, Marc. C'est un gars qu'on a vu dans le baseball majeur. En plus, c'est un releveur, c'est Albert Abreu qui vient de passer son année en Asie. Qui a beaucoup d'étoffe, mais son contrôle a toujours fait défaut avec les Yankees de New York. Est-ce que ce gars-là, puis il n'avait pas accordé de points, est-ce qu'il va se faire remarquer assez pour obtenir un contrat? Ce sera à suivre. Puis là-dedans, ben, comme je te dis, se mêle des Américains. Petite anecdote, Marc, j'ai vu un dénommé Tyler Johnston qui n'a pas joué dans le baseball majeur, qui était au niveau 3A l'année passée dans l'organisation des Marlins, est venu s'adresser à nous, le petit groupe là, de baseball, à un moment donné. C'est bon, a pu échanger en anglais. Et c'est pas gêné pour nous dire qu'il était avec les Marlins, que c'était la pire organisation du baseball majeur. Mais bon, ce ne sera pas surprenant, là. Qu'ils soient aussi candides, ça l'a peut-être été. Mais lui, il se plaisait là-bas. Il dit, écoute, il dit, je joue au baseball, je suis bien traité. Je vais me faire remarquer, je voulais aller en Asie, ça n'a pas encore marché. Tu sais, c'est le genre de gars qui doit se démarquer, mais pour qui c'est pas facile. Tu sais, il y a une bonne saison au niveau 3A, un PP au-dessus de 750, mais c'est un gars, bon, qui mesure pas 6 pieds, 5 et 11, joue au premier but, là, on l'a utilisé comme voltigeur. Tu sais, bon joueur de balle, mais pas assez dans des positions où il faut que tu te démarques. Fait que la réalité dominicaine, c'est un peu ça. Les matchs sont longs. Ceux qui sont déjà allés dans les pays latino-américains savent que le rythme de vie est plus lent et ça se traduit par la façon dont le baseball est joué en République dominicaine. Il y a un cadran, mais tu sais, c'est 20 secondes qu'il y a des coureurs sur les sentiers ou non. Entre les manches, c'est plus long, c'est pas 2 minutes, c'est 2,40. C'est la même chose dans les changements de lanceurs, de sorte que les matchs en bas de 3h15, 3h30, il n'y en a pas beaucoup en République dominicaine. Mais regarde, c'est une réalité. Il n'y a personne qui s'en plaint. Il y a de l'animation dans les estrades. Le contraire aurait été surprenant quand tu connais un peu le sang latino-américain. Mais c'est ça. La Lidom, c'est une bonne ligue. Il y en a qui se font les dents cette année. Marc, Albert Pujols. On a vu une confrontation entre Albert Pujols et Yadier Molina. Fernando Tatis comme gérant. Ouais. Pujols, je peux te dire, il n'est pas là comme touriste. Il est souvent fait remarquer des choses. Le niveau de l'arbitrage, regarde, c'est un petit peu coussi-coussa. Mais moi, j'ai une question pour toi, Alain. Puis là, je sors un petit peu des sentiers, mais tu sais, le repêchage universel, c'est un gros débat, OK? Et à chaque fois qu'on parle de dire, bon, ben là, on veut que les joueurs dominicains passent par le repêchage amateur. Et là, ben c'est l'explosion de non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas leur faire ça. Après avoir vu tout ça, les académies, est-ce que tu vois leur réalité à ce niveau-là ou tu penses qu'un repêchage universel pourrait être la bonne chose? Parce que plusieurs pensent qu'on devrait passer par le repêchage universel. Écoute, le repêchage universel réglerait certaines choses. Probablement que ça tuerait certaines ambitions. Et je ne parle pas juste des joueurs. Un des problèmes là-bas, c'est un problème de corruption. Puis, regarde, c'est pas juste au niveau du baseball. Puis l'exemple que je peux te donner, c'est que il y a des terrains qui sont dans un état de délabrement malheureusement avancé. Il y a un stade au milieu de Santo Domingo, Marc, où Jackie Robinson a joué. Tu regardes, il y a du gros baseball qui s'est joué là. Malheureusement, Marc, c'est dans un état lamentable. Tu peux dire la même chose du stade que Bartolo Colon a fait bâtir. C'était une académie auparavant. Maintenant, ça fait quelques années que ça ne sert plus. Et c'est dommage parce que c'est pas un mauvais stade. Mais tu sais, même les endroits où les jeunes demeuraient, il n'y a plus rien. Et je pense, s'il y a un joueur, par exemple, bon, les joueurs qui ont fait beaucoup d'argent, qui sont encore là-bas, tu peux parler de Vlad, tu peux parler de Pedro, tu peux parler de Big Papi, tu peux parler de Sammy Sosa.
bon, ils décident d'investir. Ils ne savent pas où l'argent va aller. Malheureusement, en République dominicaine, puis des jeunes dominicains qui se sont fait avoir, on a parlé souvent du cas de Miguel Sano. Il y a un documentaire qui était fait sur lui. Miguel Sano, c'était pas son choix d'aller avec les Twins du Minnesota, mais parce que son agent, s'est fait graisser, il a signé avec les Twins. C'est une réalité qui est trop présente en République dominicaine présentement. Certains prétendent que le repêchage viendrait mettre un terme à ce genre de truc, mais d'un autre côté, est-ce qu'on mettrait un terme aussi aux ambitions de ces jeunes, aux rêves de ces jeunes-là? Puis, et aussi à une source importante de joueurs de qualité du baseball majeur, parce que, Brent Rickey disait, à travers la quantité, tu vas trouver de la qualité. C'est pas si simple que ça. Il y en a qui le souhaitent d'avoir un repêchage. Évidemment, il y a des indésirables qui verraient leur source prendre fin. Mais le baseball majeur a fait des choses, Marc, au fil des années. Notamment, on a visité une banque qui a été instaurée expressément, Marc, pour les jeunes qui signent des contrats professionnels. Parce qu'il y en a là-dedans qui n'avaient aucune idée c'était quoi un compte en banque. Tu sais, Felipe Alou, quand il a signé son premier contrat professionnel, je ne suis même pas sûr que ses parents avaient un compte en banque. Ça s'est perpétué pendant plusieurs années. Tu sais, tu reçois un chèque, tu fais quoi avec? Tu t'envoies à la banque puis tu retires tout l'argent. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait il n'y a pas si longtemps. Là, maintenant, tu as une banque où les jeunes peuvent aller. Fait que le baseball majeur est actif. Est-ce que ça va aller jusqu'au repêchage? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire, même si les choses s'améliorent. En tout cas, Alain, c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. Belle expérience et ça nous donne un beau portrait de la situation là-bas. Bravo, j'espère. Est-ce que tu as d'autres voyages planifiés pour l'année prochaine? Non, on va se donner. Écoute, c'est pas un voyage d'agrément. On a eu une journée de congé à un moment donné, puis heureusement, c'était dans le coin de San Pedro de Macorís, puis on n'était pas loin d'une plage. J'en ai profité de me reposer un peu. Mais on voyage, on fait énormément d'autobus. C'est un voyage axé sur le baseball, mais au cours duquel on mange dans des restaurants typiquement dominicains où on apprend la culture. On a visité aussi des usines de rhum et de cigares. Non pas que c'est ce sont des options, des passe-temps qui m'impliquent directement, mais c'est quand même des visites qui sont intéressantes parce que ça occupe une place importante là, dans la République dominicaine. Et puis le voyage à San Pedro de Macorís, Marc, c'est pas une grosse ville, tu n'as pas de grands édifices. Tu as l'impression que c'est un très grand village et on se targue d'être la ville au prorata qui a fourni le plus de joueurs dans le baseball majeur. Quand je dis que c'est une place, qu'on occupe une place importante là-bas, puis Marc, comme je te dis, toi, tu étais à même de côtoyer certains de ces joueurs-là qui, eux, avaient quand même franchi quelques étapes avant de se rendre là, parce qu'au niveau où tu t'es rendu, tu n'as pas vu ces jeunes-là qui étaient comme à Great Falls. Tu n'as pas joué là-bas, mais c'est ça. C'est une réalité importante dont il faut tenir compte. Mais pour le baseball majeur, de commencer à toucher à ça, comme je te dis, c'est une source importante de joueurs de qualité. C'est pas simple. En tout cas, bravo, merci. Ça nous a beaucoup éduqués sur ce qui se passe là-bas. Puis c'était fort agréable, Alain. Oui, écoute, c'est un voyage que je n'oublierai pas de sitôt. C'est vraiment enrichissant. J'ai rencontré un paquet de monde, d'anciens des Expos avec qui j'avais eu des contacts. Je pense que c'est bon de savoir d'où viennent ces jeunes avant de commencer à juger un petit peu de leur comportement. C'est pas une culture qui nous ressemble pour toutes sortes de raisons. Bref, c'est ça. Je pense que c'est important de savoir exactement d'où viennent ces jeunes. Merci encore, Alain. Ça a été fort agréable. J'espère que les gens ont apprécié évidemment ce résumé, parce que un voyage de 2 semaines en République en 15-20 minutes, c'est pas évident. Non, je peux te dire, j'ai vu bien des choses. J'ai vu des beaux stades aussi. Je peux prendre un petit 30 secondes. Les stades que j'ai vus là-bas, Marc, c'est des stades extrêmement accueillants. On les a renippés. Puis j'allais visiter aussi des studios de télévision. Tous les matchs sont télévisés. Ils sont bien installés. Ils ont ce qu'il faut. Puis de ce côté-là, on s'organise pour que l'expérience amateur soit très, très agréable pour tout le monde. Bon, et évidemment, on va fermer ça avec la carte de la semaine. C'est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay.
On s'arrête sur Dave Parker. On avait le choix, Marc. J'ai voulu prendre quelqu'un qui a joué dans les ligues d'hiver et Parker a joué, lui, au Venezuela. L'année précédant sa meilleure saison dans le baseball majeur au cours de laquelle il a été nommé le joueur le plus utile à son équipe. C'est une carte qui date de 78, donc la saison 60. Bon, là où il a remporté son titre plus utile. C'est de la série Kellogg's 3D Superstar, carte numéro 52. Kellogg, c'est pas juste des céréales, là, ça a distribué aussi des ensembles hologrammes. C'est un lien au 3D de 70 à 83. Il y a d'autres séries, notamment au Japon, format un peu plus petit que la normale. Donc, Dave Parker c'est un cas, Marc, pour le temps de la renommée là, qui divise, qui polarise un petit peu les votants. Je ne sais pas ce que tu en penses. Évidemment, il a été impliqué dans ce scandale de drogue des débuts des années 80 avec les Pirates de Pittsburgh. Mais il a été sinon le meilleur joueur de la Ligue nationale à la fin des années 70. Et il a eu de très, très bonnes saisons quand il est revenu de sa période. Sa période de drogue là, qui s'est terminée au milieu des années 80. A connu de très bonnes saisons par la suite. Je sais pas ce que tu en penses dans le cas de Dave Parker. Il est proche du temps de la renommée. Oui, absolument, Alain. Je suis bien d'accord. Les joueurs qui ont polarisé le baseball, les joueurs, tu le regardais jouer, Dave Parker. Il a changé bien des choses, mais j'espère que le comité des vétérans va agir de la sorte pour Dave Parker. Oui, donc tu souhaiterais, toi, son intronisation? Oui, absolument. Oui, joueur le plus utile à son équipe en 1968. Plus tard, il a mené la Ligue nationale pour les points produits alors qu'il avait passé 30 ans. Ça donne une idée de ce qu'il aurait pu accomplir, mais déjà sa carrière est fort intéressante. Dave Parker, donc la carte de la semaine. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. Nous serons de retour avant la fin de l'année. Soyez-en assurés puisqu'il va se passer des choses assurément au mois de novembre, d'ici la fin du mois de novembre et au mois de décembre. On se tient à l'affût de ce qui se passe et on se donne rendez-vous pour notre prochain balado. Donc, on vous tiendra au courant des dates à venir. Alain Usereau et Mark Griffin, passez un bel automne. Bye-bye. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.